la Première ministre, par son obstination, le président de la République a conduit le pays dans une impasse sociale, mais aussi politique. Vous n'avez ni majorité populaire, ni majorité à l'Assemblée, comme vous l'avez vous-même avoué en reconnaissant à la télévision que le compte n'y était pas. Vous êtes en train de fracturer notre pays. Et la seule unité que vous réalisez, c'est contre vous. Rendez-vous compte, hier, 80% des sondés déclaraient souhaiter que votre gouvernement tombe. Votre mépris et votre brutalité entraînent en écho des manifestations auxquelles participent de très nombreux jeunes. Le retour des pelotons voltigeurs, la présence d'unités de police qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre, inquiètent ou devraient nous inquiéter toutes et tous. Ce sont des enfants qui manifestent et qui font face à des méthodes qui ont radicalement changé depuis une semaine. Qu'attendez-vous pour entendre les Français? Le chaos pour incarner l'ordre? Attendez-vous un drame pour que vous conveniez enfin que vous n'avez pas de majorité sur cette réforme? Vous jouez avec le feu. Cette colère ne s'arrêtera pas. Vous ne pouvez pas attendre que cela passe, ça ne passera pas. Cette colère, c'est celle du monde du travail. Les premiers de corvée que vous avez vous-même célébrés pendant la crise sanitaire, ils demandent maintenant à être respectés et tous ici, socialistes, communistes, écologistes, insoumis, nous nous battrons pour qu'ils le soient effectivement. Que valent vos grands discours sur la valeur travail quand vous ne donnez aucune valeur au travail? Pour sortir du blocage, vous n'avez plus autre choix que le retrait ou le retour au jugement du peuple. Puisque le président aurait annoncé ne souhaiter ni remaniement, ni dissolution, ni référendum, il ne reste que le retrait. Alors, ce que Jacques Chirac avait compris, vous devez le faire maintenant. On ne gouverne jamais. Mon cher collègue, la parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le député Faure. Monsieur le député Faure, à qui allez-vous faire croire que le Parti socialiste, s'il venait aux responsabilités, reviendrait sur cette réforme? À personne. À personne. Est-ce qu'en 1997, le Parti socialiste est revenu sur la réforme de 93? Jamais. Est-ce qu'en 2012, nous sommes revenus sur la réforme 2010? Pas plus. Au contraire, nous l'avons renforcée en votant un allongement de la durée de cotisation. Vous avez voté le passage à 43 ans. Vous l'avez voté et vous ne l'assumez pas. C'est grâce à la loi de Marisol Touraine que les Français doivent travailler plus longtemps. Et monsieur Faure, vous vous offusquez du recours au 49.3. Vous l'avez justifié en 2015. Vous l'avez justifié en 2016 sur la loi travail. Vous parlez des travailleurs et des conditions de travail. Je me souviens de vous en train de justifier le 49.3 pour faire voter la loi de Myriam El Khomri. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Est-ce qu'il faut reculer l'âge de la retraite qui est aujourd'hui de 62 ans? Je ne crois pas. Quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Ces mots, Madame la Première ministre, sont ceux prononcés par Emmanuel Macron le 25 avril 2019 à l'issue du grand débat national. Auriez-vous depuis perdu tout sens des réalités en passant au forceps votre réforme? Qui plus est, dans le mépris le plus total de la représentation nationale, à l'Assemblée comme au Sénat. Dans le mépris du dialogue social, tous syndicats confondus. Et pire encore, dans le mépris des Françaises et des Français qui se sont jusque-là mobilisés pacifiquement par millions dans les cortèges. C'était sans compter sur votre ultime recours au 49.3 qui a ouvert une nouvelle séquence et à laquelle vous ne répondez pas, si ce n'est par la répression, au risque d'embraser le mouvement. Vous portez là une lourde responsabilité sur vos épaules. Alors, Madame la Première ministre, allez-vous enfin entendre raison? Allez-vous, oui ou non, retirer votre loi qui ne convainc plus personne? Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député de Lautrette, la loi telle qu'elle a été adoptée par le Parlement après le rejet des 2 motions de censure
est une loi qui vient après 4 mois de concertation et qui vient après 175 heures de débat ici. Et le seul mépris pour le Parlement, monsieur le député, le seul mépris, c'est lorsqu'on organise une obstruction systématique, lorsqu'on dépose 20 000 amendements juste pour priver le Parlement de sa capacité à débattre. Ça n'a pas été le cas au Sénat et ça a permis un examen complet de la loi. Cette loi, monsieur le député, va permettre de revaloriser les petites retraites, va permettre de mieux prévenir l'usure professionnelle, de mieux prendre en compte la pénibilité, va permettre de mieux accompagner les carrières longues, va permettre de mieux aider le retour et le maintien dans l'emploi des seniors. Est-ce que vous ne voulez pas être d'accord avec ça? Est-ce que vous ne voulez pas accompagner cette mise en œuvre justement pour apporter des réponses et faire en sorte que notre système de retraite soit préservé, protégé, parce que ce système de retraite, il est utile à ceux qui sont les plus fragiles, pas à ceux qui ont tout, à ceux qui sont les plus fragiles et c'est à eux que nous pensons quand on travaille à sa pérennisation. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Delattre. Monsieur le ministre, au passage en force, nous préférons la démocratie. Alors si vous croyez à ce que vous dites, à défaut d'entendre la représentation nationale, laissez les Françaises et les Français en décider par la voie d'un référendum. Madame la Première ministre, à semer la misère, vous prenez le risque de récolter la tempête. Merci, monsieur le président. Que nous a dit le président de la République tout à l'heure? D'abord, il nous a dit que la majorité du pays, celle qui s'oppose à sa réforme, serait dans le déni de la réalité et dans l'ignorance, et que lui seul nous conduirait vers la lumière. C'est une insulte à l'intelligence des Français. Il nous a dit que les manifestants seraient noyautés par des factieux. Il est allé jusqu'à les comparer aux suprémacistes de Brasilia ou du Capitole. C'est encore une insulte. Il nous a dit que les syndicats auraient refusé de négocier. Ça, c'est un mensonge, a déjà répondu Laurent Berger. Il nous a dit que nous n'aurions eu comme contre-proposition que l'augmentation des déficits, alors qu'aucun de nos amendements n'a été retenu ni même examiné, y compris ceux tenant aux cotisations patronales. C'est donc encore un mensonge. Il nous a dit que les entreprises ne finançaient pas les retraites. Alors là, j'ai cherché et je n'ai vu qu'une seule explication. Il a été trahi par son inconscient et en réalité c'est son rêve, mais c'est aussi un mensonge encore. Il nous a dit que les Français ne voudraient plus travailler et qu'il remettrait les bénéficiaires du RSA au travail. C'est une insulte. À la crise démocratique qu'il a approfondie, à la crise politique qu'il a ouverte, il a répondu par quoi? La perspective de nouveaux débauchages, sans doute les députés qui n'ont pas voté la motion de censure. Ça, c'est une indécence. Il nous a dit vouloir taxer les entreprises qui rachètent leurs actions, sauver l'éducation, la santé, l'industrie, sans jamais préciser ni où, ni quand, ni comment. En revanche, il n'a pas manqué de nous dire que la réforme des retraites serait appliquée sans délai. Alors, Madame la Première ministre, de matinale en 20h, en 13h, vous, le Président de la République, vos ministres, vous ne faites qu'asséner les mêmes arguments d'autorité. La seule autocritique que vous vous concédez, c'est celle d'une défaillance pédagogique. Vous voulez apaiser le pays? Je le crois sincèrement. Mais il n'y a qu'une solution. Rendez aux Français les 2 ans de vie que vous leur volez. La parole est au ministre délégué en charge du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement, Monsieur Véran. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la ministre Laurence Rossignol, je vous appelais Madame la ministre parce que en 2014, vous étiez ministre délégué auprès de Marisol Touraine. J'étais député socialiste et vous et moi, nous avons eu le courage de soutenir en 2014 une réforme des retraites portée par le gouvernement socialiste auquel vous apparteniez et que j'ai donc soutenu comme parlementaire socialiste et qui a, pardonnez-moi du peu, allongé la durée de cotisation pour tous les Français qui travaillent. Et vous l'avez fait dans un souci de justice et vous l'avez fait avec un objectif: équilibrer un système de retraite qui ne l'était plus dans la durée. Alors, je vous dis ça, Madame la sénatrice, je pourrais aussi vous rappeler qu'à l'époque, lorsque vous faisiez partie du gouvernement, il y a eu l'adoption d'un texte important, courageux, nécessaire pour l'économie de notre pays, adopté par un 49.3. Vous étiez au gouvernement, vous ne l'avez pas quitté. J'étais alors député du groupe socialiste, je ne l'ai pas quitté. Comme quoi, madame, comme quoi, j'ai dit socialiste, comme quoi ça veut dire que vous avez sans doute la mémoire sélective, moi pas. Madame la sénatrice, il se trouve aussi qu'en écoutant votre question, j'ai l'impression que vous avez l'oreille sélective, moi pas. Ou plutôt l'oreille déformante. Jamais le président de la République n'a comparé les manifestations avec des factieux.
À aucun moment. Il a fait le distinguo entre les manifestations démocratiques dont il a salué la qualité de l'organisation et de la sécurisation par les organisations syndicales. Il l'a distingué de groupes, oui madame la sénatrice, de violents qui viennent de l'ultra-gauche et qui cherchent à saccager nos villes. Mais surtout madame la sénatrice, parce que nous venons du même bord, quand on vous dit qu'on va augmenter les petits salaires en dessous du SMIC, vous devez dire oui. Quand on dit qu'on va améliorer les fins de carrière pour les salariés, vous devez dire oui. Quand on vous dit qu'on va lever une contribution exceptionnelle pour les grands groupes quand ils rachètent des actions, vous devriez dire oui. Et quand on propose de remettre des bénéficiaires du RSA loin de l'emploi, en formation ou à l'emploi, vous devriez applaudir avec nous, madame la sénatrice. C'est ça, avoir de la mémoire et du courage et de la conviction dans la continuité. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. La France est dans la rue pour manifester son désaccord profond avec le passage en force d'une réforme des retraites qu'elle rejette en bloc, d'une réforme qui n'est pas soutenable d'un point de vue humain et social et dont le poids repose exclusivement sur les efforts des travailleuses et travailleurs. C'est dans ce contexte très tendu qu'était prévu l'examen dans l'hémicycle du Sénat le projet de loi Immigration et intégration à compter de mardi prochain. Alors que les droits des étrangers en France sont déjà particulièrement dégradés, qu'ils sont soumis à des conditions de plus en plus exigeantes, à des procédures toujours plus complexes, qui les maintiennent dans des situations de précarité et d'insécurité juridique et administrative inacceptables, une réforme de leurs droits mérite d'être abordée avec sérénité et sérieux. C'est pourquoi, au vu du contexte, le groupe socialiste, écologique et républicain demandait le retrait de ce projet de loi de l'ordre du jour de notre Assemblée. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les propos du président de la République qui semble annoncer une série de textes découpant votre projet de loi façon puzzle? Quoi qu'il arrive, le gouvernement peut et doit prendre rapidement les mesures qui s'imposent concernant la régularisation des travailleurs étrangers. Il n'est pas besoin d'une loi pour réviser au plus vite la liste des métiers en tension dans le cadre d'une concertation avec les partenaires sociaux, concertation, ni pour donner des instructions aux préfets en faveur de l'admission au séjour des étrangers qui contribuent chaque jour à l'effort national et cotisent pour nos retraites. Ainsi, dans l'attente de mesures législatives permettant de sécuriser durablement leur séjour et leur emploi, il convient de ne pas les maintenir dans une situation inadmissible de précarité et d'agir rapidement avec les outils existants. Monsieur le ministre, qu'attend donc le gouvernement pour agir sur ces urgences? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Monsieur Darmanin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Decombes, vous avez bien entendu le Président de la République. Je vous remercie d'ailleurs d'en faire écho de ces propositions ici, puisque nous avons en effet entendu le Sénat. Monsieur le Président du Sénat s'est lui-même exprimé lors de sa rencontre avec le Président de la République, je crois savoir. J'ai eu un échange avec le Président Buffet de la Commission des lois. Et bien évidemment, nous entendons votre demande. Et c'est pour cela que Madame la Première ministre, dans quelques instants, va avec le ministre des Relations avec le Parlement et Monsieur le ministre du Travail et moi-même proposer une méthode de travail au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour adopter des mesures législatives qui sont nécessaires pour évidemment améliorer l'intégration, mais également lutter contre l'immigration irrégulière. La lutte contre les passeurs, l'intégration évidemment par la langue, l'intégration par le travail, les délinquants étrangers que nous devons plus facilement expulser, mais aussi les moyens donnés à notre droit, à nos préfectures. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est à la fois législatif et extrêmement nécessaire. Cependant, nous avons entendu la nouvelle méthode de travail voulue par le Président de la République et par les chambres parlementaires. Donc je laisserai le soin à la Première ministre d'évoquer avec les présidents de chambre sur le texte qui me concerne et qui concerne Olivier Dussopt l'immigration, mais sur tous les autres textes, la même méthode qu'elle aura elle-même définie. J'espère ainsi avoir répondu à votre interrogation. Monsieur Lecomte. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions. Mais s'il y a une volonté politique, en particulier sur l'intégration par le travail, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouviez faire depuis 2017, depuis 2022, commencez à le faire maintenant, avant même de changer. On n'a pas besoin de modifications législatives pour un certain nombre de choses. La liste des métiers en tension, l'admission exceptionnelle au séjour. Allez-y, montrez-nous que vous avez sur ce sujet une volonté politique et pas simplement des... Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. À l'aube du lancement d'un grand programme nucléaire dans notre pays, vous avez proposé par amendement à l'Assemblée nationale la fusion de l'IRSN et de l'ASN, ou peut-être plutôt l'absorption de l'IRSN par l'ASN. Cette loi, qui propose tout un panel de mécanismes dits d'accélération, avait déjà été examinée au Sénat sans cet amendement. Quelle drôle d'idée! Quand on a un parc vieillissant, nécessitant toute notre attention et un programme très ambitieux de 8, voire 14, voire plus encore de nouveaux réacteurs.
Fort heureusement, les députés, plus raisonnables, l'ont rejeté. Dois-je rappeler qu'en la matière, nous ne sommes à l'abri de rien. Dans le pays le plus nucléarisé au monde, nous pouvons remercier tous les jours notre sûreté, car nous n'avons pas eu, jusque-là, d'accident nucléaire. L'IRSN est indépendant, exerce des fonctions d'expertise et de recherche qu'il fournit à l'ASN. Et c'est l'ASN en tant qu'autorité qui prend les décisions. C'est basique, c'est efficace et c'est une nécessité absolue. Pourquoi casser ce qui fonctionne? Pourquoi provoquer de la confusion, voire du désordre? Les salariés de l'IRSN sont d'ailleurs sous le choc, KO debout. Sur quelle étude d'impact, d'ailleurs, repose ce choix? L'arrêt de 4 réacteurs à l'automne suite à la détection de corrosion sous contrainte, pour lequel on a agité le spectre du blackout, a-t-il agacé? A-t-il provoqué l'ire qui se résumerait à « la sûreté, ça suffit comme ça ». Nous sommes au printemps, il n'y a pas eu de blackout, mais de nouvelles corrosions ont été découvertes. La réalité, c'est que plus que jamais, nous avons besoin d'organismes robustes, ayant largement fait leurs preuves et même reconnus internationalement. Notre boussole en matière de nucléaire doit être cette aiguë conscience des périls dont parle Edgar Morin. Votre volonté d'effacement de l'IRSN a été sèchement rejetée par l'Assemblée nationale. Elle est non seulement malvenue, mais surtout dangereuse. On se doute que vous n'allez pas lâcher prise, puisque c'est l'ADN de ce gouvernement. Madame la ministre, sur ce sujet comme sur les autres, gouverner, est-ce s'entêter? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition énergétique, Madame Pannier-Runacher. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Préville. En matière énergétique, le Président de la République a un objectif ambitieux: faire de la France le premier grand pays à sortir des énergies fossiles et à reprendre en main notre destin énergétique. C'est dans ce contexte que le gouvernement travaille à un programme nucléaire de 6 nouveaux EPR2 et à la mise à l'étude de 8 supplémentaires. C'est un projet pour notre indépendance énergétique, c'est un projet pour la planète, c'est un projet qui doit aussi nous permettre de reprendre le fil de la plus grande aventure industrielle française depuis les années 70. Le Conseil de politique nucléaire du 3 février dernier, qui s'est tenu sous l'égide du Président de la République et de la Première ministre, a mis à jour la feuille de route pour mobiliser tous les maillons de notre filière nucléaire. C'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé le renforcement de notre sûreté nucléaire en avançant sur le rapprochement de l'ASN et de l'IRSN. De quoi s'agit-il? Très simplement, il est proposé d'élargir les missions de l'autorité de sûreté nucléaire sur des modèles éprouvés des autorités de sûreté du Canada ou encore des États-Unis, en rapprochant la décision et le contrôle des missions d'expertise et de recherche. Il s'agit donc au fond de réunir sous la même bannière qu'il y a le statut le plus indépendant, celui d'autorité administrative indépendante, le statut de l'ASN, plus indépendant que l'IRSN, 2 services qui concourent au même service public et à la même mission de service public. Au terme de cette réforme, l'autorité de sûreté nucléaire, ou cette composition ASN et IRSN, deviendrait la 2e autorité de sûreté du monde en termes de moyens humains et financiers, avec une crédibilité scientifique renforcée. Nous sommes donc bien loin des fantasmes et des modèles que vous évoquez. Suite au vote hier du projet de loi nucléaire à une très large majorité à l'Assemblée nationale, qui demande, entre autres, au gouvernement un rapport explicitant les modalités de mise en œuvre de cette réforme et l'avis de l'OPEX, je demanderai au sénateur avec mon collègue Franck Riester les modalités selon lesquelles le Sénat veut être associé à cette réforme. Et effectivement, dans la concertation, nous avancerons pour la boucler.